Salut à tous et bienvenue dans le Fighter Club Sunday, l'émission qui vous remontre les meilleurs moments de l'année 2025 pour tous les sports de combat, tout ce qui s'est passé sur RMC Sport, émission spéciale aujourd'hui puisque nous allons remettre les Awards 2025. C'est vous qui avez voté sur les réseaux sociaux RMC Sport Combat et on vous en remercie puisque vous avez été plus de 4000 à jouer le jeu et on a 9 trophées à remettre ce soir. C'est une très lourde mission et je n'aurai pas Flora Moussi ni Jalito pour m'accompagner ce soir, mais j'aurai Kabir qui est toujours avec moi sur la chaîne Twitch RMC Sport et ça me fait plaisir de t'avoir. Consultant Jab Life et RMC Sport, on le rappelle, spécialiste sport de combat, grosse dominance aussi sur la boxe anglaise. Comment ça va Kabir ? Ça va au top, là on enchaîne là et c'est vraiment cool de finir l'année avec les awards. Merci pour l'invitation. Ouais, c'est vrai qu'on enchaîne puisqu'on était sur les prélims d'Octagon qui étaient disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube et ça avait très bien commencé et ça continue encore sur RMC Sport Live 2 si vous avez la possibilité de switcher entre les deux écrans. Faites-vous plaisir pour nous accompagner également puisqu'on l'a dit, c'est une très lourde mission, il faut du très lourd, il faut que ça frappe fort ce soir. C'est Baba qui est avec nous, notre consultant RMC Sport et on le rappelle Baba, toujours Baba Versus qui est disponible avec Patrick Abiyaora et je pense qu'il y a un autre épisode qui est bientôt dans les fourneaux. Comment ça va ? Ouais, petite surprise. Ça va Sacha, ça va Kabir, écoute, super. L'épisode avec Abiyaora, très content. Plus de 41 000 personnes, donc continuez à faire monter les chiffres, continuez à regarder parce que le prochain, je vous garantis que vous n'êtes pas prêts. Oh là là. Pressé, je trouve pressé. Moi j'aime ce genre de teasing. J'en profite également, vous avez toujours la story RMC Sport Combat qui a été faite par Loïc Moreau qui vous reparle un petit peu de Conor McGregor. Est-ce qu'on le reverra en 2026 qui est en train de cartonner ? Continuez à liker ça et on vous en reparlera en fin d'émission, les films RMC Sport qui sont disponibles. On vous présente le sommaire, ça va être une infographie assez simple, on ne va pas faire de clip. Ce soir, on va aller à l'essentiel, on va vous parler un petit peu des catégories qu'on a décidé de mettre à l'honneur et des trophées que nous allons remettre. On va commencer avec les meilleurs combattants hors UFC, meilleurs combattants ou combattantes d'ailleurs, puisque la jante féminine sera représentée, le meilleur prospect, donc les jeunes talents, ceux qui pourront peut-être prétendre à une ceinture UFC dans les années à venir. La plus grosse surprise qu'on a pu vivre sur certains de ces combats, voilà, vous savez qu'on parle souvent de favoris, d'underdog, parce qu'il y a des underdogs qui ont pu marquer un petit peu les esprits. Le plus beau KO, la plus belle soumission, bon ça on le sait, hein, c'est les préférés d'Antoine Simon, parce que souvent c'est synonyme de bonus, bien évidemment. Le plus beau combat de l'année, là on va commencer à aller sur du très lourd. Meilleur combattant ou combattante français de l'année ou française, et on finira bien évidemment sur meilleur combattant ou meilleure combattante. On va déjà revenir sur cette année 2025 avec quelques chiffres, puisque l'année a été dense sur RMC Sport. Il y a eu énormément d'événements. 33e année d'existence pour l'UFC, 42 événements organisés, 12 pays visités, 520 combats disputés, 260 finishes, 169 KO pour 91 soumissions et 21 combats pour une ceinture. On était sur une bonne année 2025, en résumé rapidement, messieurs ? Ouais. On a kiffé. C'est une année incroyable, parce que c'est l'une des années au cours de laquelle la ceinture a le plus de changé de main dans toutes les catégories de poids de l'UFC. On a eu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de nouveaux combattants qui ont émergé, des anciens qui ont su protéger certains statuts, donc c'était une très belle année. Ouais, on va revoir tout ça avec les meilleures images. On va regarder également, parce que vous le savez, l'UFC à l'image du MMA, ça ne cesse de conquérir la planète. L'UFC a beaucoup voyagé cette année. Il y a eu des premières, notamment avec le Qatar. On vous a fait la liste des différents pays qui ont été visités en 2025 par l'organisation Rennes, l'organisation numéro 1 du MMA, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Australie, l'Angleterre, le Mexique, le Canada, l'Azerbaïdjan, les Émirats Arabes Unis, la Chine, la France bien évidemment, le Brésil et enfin le Qatar qui a eu quand même une très belle carte hein, pour ses débuts. Ça devrait aussi annoncer du très lourd dans les années à venir de ce côté-là. On va commencer tout de suite les amis. On s'est proposé avec Charles Chevalier qui prépare cette émission de revenir sur nos faits marquants un petit peu puisqu'après le reste c'est les choix du public et soit on va les subir, soit on va les accepter finalement. Et moi je vous avoue que ce qui m'a marqué sur cette année c'est qu'on a eu quand même le couronnement de 2 doubles champions. On va parler d'abord d'Islam Makhachev parce que c'est ce qui est le plus récent qui s'était imposé face à Jack Della Maddalena qui a rendu la chose carrément facile et qui aujourd'hui s'impose comme le numéro 1, toutes catégories confondues de l'UFC. Il a récupéré un petit peu sa place sur le trône. Et revenir également sur ce qui s'était passé avec Ilia Topuria, qui lui aussi est devenu double champion dans sa catégorie. Alors on voit les images d'Islam Makhachev, la grosse émotion. Alors c'est vrai qu'on commençait à avoir du suspense autour de ce combat, et puis finalement, dès qu'on a vu les premières minutes, il n'y a eu aucun suspense, et on a vu un Della Maddalena qui était de loin, qui était presque en train de pleurer hein, sur sa chaise entre les rangs. Ouais, désemparé, franchement, il était sans solution, lui et son coin. Hein. Ça s'est vite mal déroulé pour lui, et puis surtout, je pense que c'est à Makhachev qu'il faut rendre hommage. Il s'est imposé, en tout cas à mon sens, comme le meilleur combattant de la planète actuellement.
Ouais, puis après, je vais revenir sur Ilia Topuria, parce que moi, il m'a marqué, c'est l'homme qui fait ce qu'il dit finalement et qui suit les passes, qui suit pardon, les traces d'un certain Conor McGregor. Il s'était imposé face à Charles Oliveira et pareil, hein, on a eu une facilité un petit peu déconcertante là-dessus. Ce qui m'intéresse en fait dans ces deux scénarios, c'est qu'on a couronné deux doubles champions et qu'en ligne de mire, on a le potentiel fight entre les deux qui pourrait être vraiment historique. On n'a jamais eu un tel niveau finalement de palmarès qui se rencontrent à leur prime, à leur sommet. On dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, mais là, les deux, ils pourraient se croiser très très fort. Ouais, exactement. On est face à deux combattants qui sont générationnels et justement, on a tendance à se dire que ça arrive tous les 5 ans. On pense à McGregor justement qui a créé une grosse vague, mais là, on en a deux qui vont potentiellement se rencontrer. Ce qui était intéressant avec Makhachev, c'est que justement, on se disait que le fait qu'il passe en welter chez les moins de 77, ça allait être un gros challenge physique. Techniquement, il est tellement au-dessus qu'il a rendu ça facile, comme on le disait. Et Topuria, c'est un combattant qui est aussi capable de créer ce genre d'exploit, de dépasser le cadre du sport, de faire en sorte que techniquement, c'est tellement fort que même les limites physiques, elles sont dépassées. Et l'opposition des deux, elle pourrait faire un très, très gros show. Toi, ton moment de l'année, c'était aussi le chaos de Topuria sur Exactement. Oliveira. Pourquoi ce moment particulièrement? Parce que pour rebondir aussi sur ce que disait Baba, cette année, elle était symptomatique parce qu'il y a eu des talents qui ont émergé. T'en as d'autres qui, on a même eu, justement, je vais laisser Baba expliquer, mais il y en a d'autres aussi qui partaient, qui étaient plutôt en fin de carrière. Et je trouve que Topuria, elle a vraiment fait un gros statement avec ce combat-là. Oliveira, on sait qu'il est plus sur la fin que sur le début, mais le finir de cette manière avec un combat avec un aussi gros enjeu, je trouve que ça l'a ramené dans une autre dimension et c'est à partir de là qu'on a commencé à lui l'intégrer aussi dans la discussion des plus grands de tous les temps, limite, avec cette victoire. Parce que voilà, finir Topuria, bon, on sait Oliveira, on sait qu'il a beaucoup perdu, mais le finir de cette manière-là, c'est quand même fort. Ouais. Et puis là, pour le coup, c'est là où il était devenu numéro 1, toutes catégories confondues, avant de reperdre sa place. Toi, Baba, c'était quoi ton moment de l'année? C'est un peu plus une séquence émotion, j'ai l'impression. Moi, je suis un ancien, donc forcément, c'est de voir quelqu'un partir. Là, c'est la séquence, c'est Dustin Poirier, c'est la retraite d'un guerrier, la retraite d'un des combattants les plus importants de l'histoire de l'UFC, d'un des combattants les plus aimés de l'UFC. On a pu le voir surtout au Q&A qu'on a eu récemment, vous savez, les questions-réponses sur les événements numérotés, où toutes les questions étaient pour lui des fans, quoi. Donc tu sens l'amour qu'il y a pour ce combattant, pour cette personne qui a été à la fois un combattant exceptionnel dans la cage et qui a fait beaucoup en dehors avec sa fondation notamment. Jamais une fausse note, même contre des gars qui vont beaucoup le trash talk. Il y a la rivalité avec Conor McGregor, il en est ressorti hyper grandi. Il a attendu des années pour sa revanche et il l'a pris de façon éclatante en plus. Et puis il a toujours été chercher les gars, même si c'est vrai qu'il y a 3 échecs pour la ceinture incontestée, c'est sûr. Il a quand même été champion intérim. Il a quand même proposé un spectacle exceptionnel au public. Et puis, je vais le dire en toute franchise, il a montré que tu peux être une célébrité, tu peux être une star de l'UFC et t'as pas besoin d'être un connard. Ouais. Moi, j'aime ça. Ouais. Puis en plus, c'est quand même événement mémorable, on ramène Lil Wayne, etc. Enfin, Ouais. il a su mettre la bonne mise en scène un petit peu autour de ça et c'était un des gros événements de cette année. On a tous kiffé le suivre, même si pour lui, ça s'est pas passé de la meilleure des manières sur Oui. son dernier fight, pour le Non, coup. c'est clair. Mais c'est une retraite qui, j'espère, tiendra pour le coup, on verra. Ouais, parce ça que parle revoir en t'as vu des anglaise. petites rumeurs, Ouais, c'est ça. etc. Messieurs, je vous propose de commencer tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'UFC, Délire est le meilleur combattant hors UFC. Alors, on va vous montrer la liste qu'on vous a proposée sur les réseaux sociaux, parce que je rappelle que c'est vous qui avez voté. Sur la liste, on a donc Saladin Parnasse, Ousmane Nurmagomedov, Dakota Licheva et Magomed Rasoul Gassanov. Alors, Saladin Parnasse, qui lui s'est illustré avec 2 victoires, une en MMA face à Zolkowski et une en boxe face à Petit Jean. Ousmane Nurmagomedov, c'est 2 défenses de ceinture face à Paul Hughes au PFL. Dakota Licheva, elle n'arrive toujours pas à perdre au PFL, c'est une victoire et c'est toujours assez probant avec elle. Et enfin, Magomed Rasoul Gassanov, lui, c'est 2 défenses de titre à l'ACA pour le coup. On regarde Parnasse un petit peu. C'est vrai qu'on a eu tendance à banaliser peut-être ce fait de basculer de la boxe et d'y arriver avec tant de facilité finalement. Ouais, bien sûr. On a même peut-être un peu minimisé. Après, je prends toujours en compte les remarques des fans et je comprends certaines choses en termes d'opposition, peut-être la différence de poids qu'il y avait entre lui et Franck Petitjean, tout ça, malgré l'expérience en anglaise de Petitjean. Donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'interrogations par rapport à ça, mais il a fait des débuts quand même brillants. Il ne faut pas oublier qu'il a défendu cette ceinture. On était là dans un événement exceptionnel à Lyon, hein, d'ailleurs, au KSW. Donc, T'es juste à côté de Zolkowski. ouais, j'étais juste en train de commenter ce combat. Donc voilà, il a fait encore une belle année, Saladin Parnasse. Et en fait, je pense que quand tu parles de meilleurs combattants de MMA en dehors de l'UFC, tu es obligé de le nommer, tu vois.
S'il a combattu dans l'année, je pense que tu es obligé de le nommer. Ouais, je suis Ouais, assez d'accord. je pense aussi, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de débat pour cette catégorie-là parce que justement, c'est le combattant qu'on veut absolument voir à l'UFC. S'il y a bien un combattant hors UFC qu'on veut voir, c'est bien Saladin. Et c'est intéressant qu'on parle de combattant justement parce qu'il a réussi à même faire la passerelle entre le MMA et la boxe anglaise. On l'a dit, il y a beaucoup de discussions aussi sur l'opposition avec Franck Petitjean, mais c'est quand même quelque chose qui est remarquable. Et ça en dit long aussi sur la passion qu'il a et le niveau qu'il a pour pouvoir à la fois défendre dans la même année sa ceinture de champion et aussi aller dans une autre discipline et réussir quand même à délivrer une très belle performance. Donc je pense que ouais, sans grand débat, c'est naturellement le meilleur combattant hors UFC. Il a réussi à mettre à la mode une organisation qui ne l'était pas forcément, la personne du KSW, et qui deviennent des organisations les plus populaires en France, qui à chaque fois remplit les salles, etc. etc. On passe vite fait à Ousmane Nurmagomedov, 2 défenses de titre au PFL. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette année? C'est vrai que c'était un peu les fights qu'on voulait voir pour lui, ces chocs face à Paul Hughes. Ça devenait des vrais rendez-vous sur l'année, en fait, du côté du PFL. Bah, je pense que le combat contre Hughes, c'était un des plus gros combats que tu pouvais faire en dehors de l'UFC. En tout cas, en termes de niveau des deux adversaires, l'opposition. Et les 2 combats ont délivré. Moi, je pense que c'était 2 très belles oppositions, de beaux combats qui ont poussé Nurmagomedov dans ses retranchements. On a pu voir comment il est dans le dur. Et c'est ce qui est bien. Quand on voit des combattants comme ça qui sont invaincus, on veut savoir ce que ça vaut quand il y a une vraie opposition en face. Et voilà, Hughes lui a proposé 2 fois beaucoup d'adversité, mais il a su répondre et il a su gagner les 2 combats. Ouais, toujours invaincu, il garde un petit peu l'héritage Nurmagomedov, alors qu'il y en a qui se sont inclinés justement Ouais, un peu intacts. Ouais, elle a clairement pu rapporter. Je pense que cette année, elle a été très compétitive. Ça a été l'année la plus difficile d'un point de vue sportif pour lui. Et il a réussi à quand même plutôt bien s'en tirer. Je pense que c'est un combattant également qu'on aime voir s'illustrer. Et tous les ans, le voir combattre, c'est toujours aussi bien. Mais voilà, sur la partie vraiment combattant hors UFC, ouais, c'est pas forcément le numéro un. On va parler de Dakota Adicheva, peut-être considérée comme l'une des meilleures combattantes de la planète, qui n'est pas à l'UFC, mais qu'on aimerait voir signer à l'UFC. Alors ce ne sera pas pour tout de suite, parce qu'elle a re-signé du Alors côté c'est du un gros PFL, contrat, a priori, ouais. Ouais. mais c'est une des combattantes qui apporte quelque chose de frais dans le MMA mondial aujourd'hui. Oui, et puis surtout, c'est une combattante, tu te dis qu'elle arrive à l'UFC demain, c'est title shot direct en fin de compte. Tu vois, il n'y a pas à tergiverser parce qu'elle a ce niveau-là, elle est extrêmement forte, puis c'est déjà, elle strike, et donc on aime tous voir ça, évidemment. Pas que moi, hein, même si tout le monde sait d'où je viens, et Kabir aussi d'ailleurs. Mais non, franchement, c'est une combattante exceptionnelle, et spectaculaire, qui met beaucoup de KO, ce qui n'est pas si fréquent que ça dans le MMA féminin. Donc ce ne sera pas pour tout de suite à l'UFC, mais j'espère que le PFL réussira à lui apporter de la qualité en termes d'opposition. Ouais, puisqu'elle rapportera un second souffle à l'UFC qui commence, surtout sur la partie catégorie féminine, à s'essouffler avec des talents qui sont de plus en plus sur la fin de carrière. J'ai l'impression qu'elle pourra rapporter justement un nouveau souffle et être une nouvelle star. Elle a vraiment ce star power. On voit justement comment elle est mise en avant au PFL, à l'UFC. Elle a toute la place pour pouvoir briller. Ouais, grosse supportrice de Manchester City, elle faisait des célébrations d'Haaland. Gros etc. défaut, Ah, ça, mais bon, C'est un autre C'est débat, vrai ça. que tu vas je suis fan conforter de Florent Manchester Moussi. United, hein. Ouais, non, mais Ceux qui ça y ne est. le savent pas. Et rapidement, Magomed Rassoul Gassanov, bon, on va faire vite. C'est un public très élite qui connaît bien ses combats. Ouais. C'est l'ACA, c'est une des organisations les plus dangereuses du monde. Il ne perd pas là-bas. En gros, il est sur 2 défenses de titre cette année, mais bon, personne n'arrive à aller le chercher, quoi. Ouais, non, c'est un combattant exceptionnel. En fait, ça fait des années pour les observateurs du MMA mondial qu'on voudrait le voir à l'UFC, justement. Lui, enfin, non seulement il gagne ses combats, il les gagne avec la manière. Tu as l'impression qu'il est un peu intouchable. Donc, c'est pour ça aussi qu'on l'a nominé. Maintenant, je vais pas te mentir, il y a eu un combat qui a eu lieu, parce que c'est avec la rédac qu'on a fait les nominations. Donc, toi, moi, toute la rédac qui a participé. Le truc, c'est que derrière, il y a un combattant qui a brillé au PFL Lyon. Et si ce combat-là avait eu lieu avant les nominations, moi je l'aurais nominé, c'est Patrick Abirora. Ouais. Ok. Et c'est pas parce que j'ai fait un versus avec lui, c'est parce qu'il fait une très belle année. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a fait une belle année. Ouais. Et j'en profite, je mets une petite pension aussi à Jordan Zebo, que toi Oui, tu avais reçu absolument. également dans le Fighter Club. On va regarder les résultats tout de suite avec les pourcentages de vote. Et pour le coup, il n'y a pas eu trop débat du côté des réseaux RMC Sport Combat. C'est Saladin Parnasse très loin devant. Bon, on vous propose une petite compilation de ce qu'il a pu nous proposer cette année. And still, KSW Donc ça, c'était au KSW Lyon. Bon, c'est là où c'était difficile d'avoir une meilleure place que Baba et Anthony Sterpignan, très clairement. On était bien. Ouais, on était très très bien. Et puis ça a été aussi une confirmation que voilà, regarde, quand on voit la salle,
ça ramène les foules, le Ouais. KSW avec Saladin Parnasse, et c'est vraiment lui qu'on vient voir aussi. Mais s'il y a d'autres très bons combattants et de bons combats franco-français, etc. Ah, j'ai le souvenir du Classico à la Défense, ouais, c'était complètement dingue, son fight contre Wilson Varela. Non, et puis à Lyon, franchement, l'event de Lyon, c'est avec l'UFC Paris, meilleur événement que j'ai fait cette année. Ouais. De loin, au niveau de En termes de l'ambiance, de prod. l'engouement, enfin, c'était fou. Et la carte, hein, je rappelle qu'il y avait la superbe guerre entre Michael Lebou et Amin Ayoub, donc on s'était régalé vraiment. Et shout-out au public lyonnais qui a mis vraiment beaucoup d'ambiance cette année Ouais. dans le MMA, il faut le dire. On va passer aux meilleurs prospects de l'année. Alors les prospects, qu'est-ce que c'est? Ce sont les combattants, on l'a dit, qui ont un grand avenir, qu'on voit évoluer dans le top 15, voire potentiel champion. Voici la liste avec Baïsangour, Soussourkaef, Quillan Salkild, qui n'est autre que le sosie officiel de Robin Travers, hein, qui est dans notre rédaction. Clairement. Ben oui. Clairement, ouais. Ateba Gauthier et Jacoby Smith. On va regarder quelques images. Soussourkaef, c'est assez fou, hein. C'est 24 ans, 3 finishes. Il passe par les Dana White Contender Series. Il fait 2 finishes à l'UFC derrière. Il a juste enchaîné 2 combats en 4 jours et il a fini les 2. Ouais, c'est vraiment. C'est ça, ce qu'on aime bien chez les prospects, ce sont des combattants qui prennent tous les défis et les défis les plus fous et qui arrivent à quand même s'en sortir avec la manière et à faire une ascension ultra fulgurante. Et donc c'est cool. Franchement, on présage que du bon pour lui. Il est déjà à l'UFC, donc déjà au top. Donc il a vraiment tout pour lui et c'est vraiment un très beau prospect. On va passer à Quillan Salkild, du coup, combattant australien. Ultra stylé en plus, hein, en termes de coupe de cheveux. Lui, il nous a gratifié d'un sacré highlight Kabira. On s'en rappelle. Nous, on s'en rappelle. Pour les il, commentaires en direct, c'était quelque chose. Exactement, c'était vraiment bluffant parce qu'on s'y attendait pas. On savait que ça allait être un combat compétitif. On savait qu'il était ultra bon debout. Et moi, bon, on en parlera lorsqu'on parlera du KO de l'année, mais c'est vrai qu'on commentait et on se disait le KO il est tellement impressionnant comme s'il avait laissé pour mort. Et le truc, c'est que 2 minutes après, on voit qu'il est toujours face contre terre, qu'il bouge pas et que pendant 5 minutes, il est limite paralysé, quoi. Je vous explique tout ça quand on parle du KO. Ouais. Ouais. J'ai une bonne anecdote là-dessus. Je crois que c'était bien placé aussi. Ouais, c'est bien passé, hein, ouais. Ouais. Ateba Gauthier, le mini Francis Ngannou. Enfin, mini, il est quand même bien Il est balèze, bien hein, on va pas costaud. se mentir, chez 84 kilos. Lui, c'est un raz-de-marée. 23 ans, 3 KO. Il a marqué tous les esprits. On a envie de le revoir très, très vite, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est devenu rapidement un de ces combattants qu'on veut revoir à l'UFC sur tous les événements. Ouais, bah, ils le font. Hein. L'UFC en profite d'ailleurs allègrement parce qu'on est face à un spécimen physiquement très bon, qui frappe fort. Maintenant, je vais pas mentir, l'opposition, même si c'est pas de sa faute, bon, on aurait pu lui proposer quelque chose d'un petit peu plus fort, surtout ce combat-là, hein, où le combattant n'était pas venu, même si c'est en short notice, il n'était pas venu combattre, lui. Mais voilà, en tout cas, on est pressé de le voir contre de l'opposition dans une catégorie qui est définitivement intéressante, alors que c'était pas le cas avant. Et ouais, franchement, sacré prospect encore. On va rapidement finir sur Jacoby Smith, 29 ans, 2 finishes à l'UFC. Alors, je suis un peu désolé pour vous parce qu'il a combattu sur les cartes prélim ou pré-prélim qu'on n'a pas pu vous diffuser. Donc le message qu'on va passer, c'est qu'on aimerait le voir sur RMC Sport, je pense, l'année prochaine, parce qu'il est aussi spectaculaire, il est jeune et on a envie d'en voir plus de Jacoby Smith pour ceux qui ont pu voir. Ouais, exactement. Ça aurait été vraiment intéressant. En tout cas, c'est un très bon prospect. Et pareil, hein, par rapport à la catégorie d'avant, il y a Kevin Valeros qui fait une superbe année, mais il n'avait pas encore combattu au moment où on faisait les nominations. Ah oui. Parce que lui aussi, hein, c'est très très fort. Et ça intègre même le top 15 maintenant. Donc en une seule année de combat à l'UFC, c'est impressionnant. Allez, on vous affiche tout de suite les résultats et ça a été, je sais plus, ça a été assez serré quand même entre Soussourkaef. C'est Ateba Gauthier qui va prendre l'award et pour le coup qui vous a marqué. On va regarder encore quelques images commentées par-dessus. C'est une puissance hors norme. Alors, je ne sais pas si techniquement pour vous c'est c'est très propre, etc. Mais il y a une sensation de puissance énorme qui se dégage de ce gars-là. Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout ça, c'est l'effet performance et l'effet show qu'il fait. Parce que, par exemple, moi, j'avais tendance à mettre Quillan Salkild parce qu'il a quand même réussi à avoir un niveau d'adversité plus haut et à finir de manière assez spectaculaire également des adversaires qui sont, on va dire, clairement mieux classés et qui sont plus dangereux. Mais je pense que c'est vraiment l'effet show et l'effet un peu renouveau qu'il peut aussi donner avec le petit rappel avec Francis Ngannou qui fait qu'il a été aussi populaire. Et on lui souhaite une belle année. On espère qu'on va pas lui faire brûler les étapes trop vite, justement, du fait qu'il soit prospect, qu'on lui mette un niveau d'opposition qui est peut-être trop élevé pour à ce moment-là de sa carrière et qu'il puisse tranquillement faire sa carrière et monter dans la catégorie tranquillement.
pouvez le suivre, il fait très régulièrement des lives sur TikTok, hein, où il s'adresse Trop bien, directement à ses followers. Donc encore assez ouvert avant de basculer peut-être vers le statut de superstar. On va aller sur la plus grosse surprise de l'année. Alors là, pour le coup, c'est ceux qu'on n'attendait pas. Il y avait des favoris, je vous le disais, et c'est plutôt les favoris qui se sont inclinés face à ces gars-là. On a Ewing contre Wellmaker, Ankalaev contre Pereira 1, Brendan Allen face à Reinier Derrider et enfin Raoni Barcelos face à Peyton Talbot. Rapidement, on va regarder Ewing Wellmaker. En fait, Wellmaker, c'était le mec qu'il fallait suivre, le mec qui montait un petit peu dans cette catégorie. On a Ewing qui prend le short notice et qui, même après le combat, va retourner au chantier, puisque c'est son travail. Il a fait une très très grosse sensation, parce qu'on voyait tous Wellmaker vraiment dérouler en fait dans ce fight-là. Bah, Wellmaker, c'est un peu la sensation de cette année, justement avec Ateba Gauthier, mais qui arrive et tout, qui fait des choses spectaculaires, des combats intéressants, et puis un mec en ultra short notice qui arrive à le dominer en fait sur les 3 reprises. Et puis comme tu as dit, l'image derrière, le mec qui retourne avec son casque de chantier, il se fait applaudir par ses collègues, c'est quand même fou. Il n'y a qu'une seule chose qu'on a vu de plus folle que ça, Sacha. Je sais de quoi, tu sais de quoi je parle. Non. Avec un mec qui monte une cage et qui finit par gagner un tournoi. Voilà, celle-là, elle est exceptionnelle aussi. Elle aurait pu être dans les mentions. C'était du côté du Exactement. striker, c'est Nicolas Debier que je salue chaleureusement. On va regarder aussi Ankalaev Pereira. Ça, je pense que c'était tout sauf ce qu'on pouvait attendre. Voir Pereira se faire dominer entre guillemets debout par Ankalaev. Là, on attendait une menace de lutte. Ankalaev n'arrive pas du tout à l'amener au sol. Et il prend Pereira dans son propre jeu. Exactement, en fait, ce combat, il a souvent été vendu comme, enfin, initialement, Ankalaev, ça peut être la kryptonite de Pereira avec la lutte. Pereira, bon, on sait qu'il a du mal avec la lutte, c'est un striker. Il faut absolument pas qu'il reste debout. Et le fait qu'Ankalaev le finisse debout et arrive à le faire quand même un énorme travail à Pereira et être compétitif sur cette première opposition. Avec le star power qu'avait Pereira à ce moment-là, il était vraiment sur une vague, quoi. Il était imprenable. Et il a réussi à créer une grosse surprise. Donc c'est vrai que c'était une très très grosse performance d'Ankalaev et ça nous a. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui avaient misé sur Ankalaev justement ce soir-là. Ouais, très clairement. Et puis ça n'a pas hyper bien vieilli non plus pour lui. Oui, c'est un peu dommage. Il n'a pas renouvelé l'essai. Ouais, bah, il y avait tout ce truc où Pereira il faisait beaucoup trop de choses en dehors du combat et il s'est refocus pour la revanche et on a vu ce que ça a donné. Ouais. Allen Derrider, on parlait d'une potentielle demi-finale pour peut-être aller titiller Nassourdine, Imavov, etc. Donc on sait qu'Imavov avait battu Brendan Allen. Reinier Derrider, c'était l'homme en forme de cette catégorie, très actif. Et on a Allen qui a asphyxié totalement Derrider dans ce combat. Ouais, bah, je pense que Derrider, il a abordé le combat avec un peu d'excès de confiance, je dirais. Parce qu'il a fait une très belle année, hein. Son 5e combat, il est en train de rouler un petit peu sur tout le monde. Il avait éteint la hype Bonical. Et c'était considéré comme s'il fait une meilleure perf comment dirais-je, que Nassour Imavov, ben, il passerait devant lui pour le titre. Ça s'est très très mal passé. Ouais. Ouais, exactement. Il l'a vu comme un combat d'activité en fait. Il a clairement pas vu comme un combat qui lui permettrait de pouvoir monter et de step up, ce qui était logique par rapport à leur classement, on peut entendre. Mais il l'a pris avec beaucoup de légèreté et sans vraiment respecter, on va dire, Allen qui lui était là pour tout arracher. Il savait que c'était le moment pour lui de créer la surprise et il l'a fait avec la manière. Et on va avoir un abandon de Reinier Derrider. Pour le coup, quand je dis asphyxié, c'est qu'il n'y avait plus de cardio. Oui, oui, Ouais, il n'y clairement. a plus rien. On a tout lâché. Et enfin, Barcelos contre Talbot. Talbot, c'était l'homme en forme, celui qui montait, c'est la menace, etc. Il tombait sur Barcelos, qui est un ancien, qui a de la bouteille. Et il a découvert la lutte, en fait, à travers ce combat. Et ça s'est pas très bien passé pour lui, même s'il s'est bien refait depuis. C'était sur l'UFC 311, le premier numéroté de l'année. Et c'était déjà un premier petit flop. Maintenant, il y en a certains qui vont dire que Talbot est carrément surcoté après ce fight-là. Ouais, c'est peut-être qu'on a aussi vu les limites. Peut-être, c'est pour ça qu'on parle de surcoté. Je pense que c'est un excellent combattant, mais peut-être que c'est vrai qu'il avait peut-être été mis un peu trop haut. Et là, on a vu les limites par rapport à son manque d'expérience, notamment face à son adversaire Barcelos. Et c'est aussi pour ça que ça fait partie des revers. C'est pas forcément une mauvaise défaite s'il arrive à rebondir comme il l'a fait cette année. Donc, ouais, c'est vrai que ça reste quand même une grosse surprise. Ouais, il a appris des choses. Hein. Il va lutter Henri Cerudo juste après. Ouais. Il va lui faire sa spéciale. Donc, Ouais, Talbot, c'est vrai. pas Bon, mal. après, il prend un Cerudo qui s'est Qui a- entraîné 2 semaines. Ouais. Mais non, le truc, c'est que c'est un excellent combattant offensivement. Mais défensivement, il y a quand même pas mal de lacunes et c'est ce que Barcelos il a révélé. On va regarder le gagnant tout de suite. Et forcément, ça nous a tous un petit peu marqué. C'est Ankalaev Pereira. C'est vrai que personne ne l'avait vu venir tant on voyait Pereira marcher sur l'eau à ce moment-là. On va regarder quelques images. Bon, il n'était pas dans son assiette, on l'apprendra beaucoup plus tard, Pereira qui nous dira qu'en fait il n'était pas bien, malade, blessé, enfin il avait vraiment rien qui allait. On était en pleine confiance du côté d'Ankalaev et puis ça a déroulé, il a fait son fight Magomed, puis ça ne s'est pas passé de la même manière sur la revanche. Quoi. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a eu un excellent Ankalaev et un très mauvais Pereira ce soir-là.
Mais voilà, c'est aussi ça la beauté de ce sport. Il n'y a pas de science exacte. C'est franchement le plus fort qui gagne, le plus fort à ce moment-là qui gagne. Mais après, on a vu à la revanche que voilà, rapidement, les dés ont été remis en place, quoi. Amateur de pyjama et de roulade dans tous les sens. Non, je le dis avec beaucoup de bienveillance. Voilà, On va voilà. lire la soumission de l'année. Je vais me C'était faire hyper lax. Je vais me faire beaucoup d'ennemis. Hein. Bah, après, venez. Je rigole. On va parler de la soumission de l'année. On va regarder les dominés tout de suite et de ceux qui nous ont marqués. Donc, on parle d'étranglement, on parle de clé de bras, ce genre de choses. On a Jean Silva face à Bryce Mitchell. On a Merab-Dvalishvili face à Sean O'Malley pour leur revanche. On a Ignacio Bahamondes face à Jalin Turner. Et ça a été synonyme de retraite, hein, cette histoire. Et enfin, on a Islam Makhachev face à Renato Moicano. C'était sur le premier numéroté de l'année. On va regarder Silva Mitchell parce qu'elle est violente, celle-là, quand même. Enfin, c'est... De toute façon, Jean Silva, on sait, c'est de la violence concentrée un petit peu dans un corps humain. Ouais, mais là, c'est vraiment violent. Là, on va voir justement sur l'image la manière dont la tête de Mitchell tourne. Regardez là. Et là, on sent qu'il tape parce qu'il se dit que sa tête, elle va se faire arracher. Il va se faire dévisser la tête, tout simplement. Donc, c'est une soumission très violente, clairement. Jouissif. Ça, c'était une Oui, faut le dire, jouissif, j'avoue, jouissif. C'était une punition un petit peu de l'UFC. Bryce C'est la Mitchell... pression de choléra, mais- Non, mais- Moi, c'est vrai que Bryce Mitchell avait eu des propos pas les plus tolérants de la Terre. Et bon, l'UFC, au lieu de se dire, bon, tiens, est-ce qu'on le sanctionne pas, on se dit, on va t'envoyer Jean Silva. on n'a pas mis en face, mais c'est vrai que ouais. C'est un peu comme ça qu'on règle les comptes, hein, du côté de l'UFC. On va regarder ce qui s'était passé du côté de Dvalishvili face à O'Malley. C'était sympa parce que c'était le retour des finishes finalement pour Dvalishvili. On pensait qu'O'Malley sur une revanche, il serait très difficile à prendre. Bah non, Merab, il a rendu ça encore plus facile. On est sur un Ezekiel Nord-Sud pour les spécialistes. Ouais, c'est du sérieux et c'est une belle performance, hein, de Dvalishvili qu'on attendait. Bah, on a souvent résumé très vulgairement malheureusement son style comme un mec avec 18 poumons qui te met la pression pendant 5 rounds, mais on avait un peu oublié ce côté finisseur, opportuniste aussi. Et je trouve qu'il a réussi à délivrer face à O'Malley. C'était vraiment un très très beau combat, un joli finish qu'on n'attendait pas et c'est aussi pour ça qu'il est aussi beau. Ouais, on va regarder ensuite ce qui s'est passé du côté de Bahamondes Turner. Là, pour le coup, on peut dire que c'est une grosse erreur de Turner et c'est un très gros opportunisme de la part de Bahamondes là-dessus. Ouais, clairement, ouais. Ouais, franchement, parce que Turner, comme souvent, il fait un combat pas dégueu, il fait des choses intéressantes, et puis d'un seul coup, il y a une coupure de courant, et voilà, il se retrouve dans ce triangle. Moi, personnellement, ça a toujours été ma soumission préférée, l'étranglement en triangle, donc de voir ça, c'est magnifique, vraiment. Ouais, et là, c'est ce qui a été très bon signe pour Bahamondes, Turner qui prend sa retraite, mais qui est revenu entre-temps. Ouais. Ça, c'était aussi la belle histoire parce qu'il avait évoqué beaucoup de soucis, notamment sur la santé mentale des combattants, etc. Très touchant. Et puis, c'est des discussions qu'il faut avoir et sur lesquelles il faut éveiller les consciences. Et on va aller sur ce qui nous avait un petit peu marqué sur le début de cette année 2025, puisque c'était le premier numéroté. Ça ne s'est pas passé face à Tsarukyan, c'était face à Moicano qui a pris le combat en short notice. Et en fait, c'est le réflexe en fait de finition de Makhachev qui est juste impressionnant parce qu'il lui donne la tête une seconde et ça suffit. Comme d'hab avec lui. Comme d'hab. Comme quand il a pris le dos de Poirier. Ouais. Enfin, même chose. Enfin, c'est quelqu'un. C'est ahurissant sa capacité à réagir aussi vite à Makhachev. Donc, sur le papier, si tu prends que l'étranglement, c'est pas le plus impressionnant qu'on a vu cette année. Mais quand tu mets tout bout à bout, tu te dis ouais, c'est incroyable. Darce-Choke pour le double champion qui est maintenant champion des moins de 77 kilos. On va regarder les résultats des votes. Et pour le coup, je crois que ça a été assez fleuve en faveur de Makhachev Ah ouais. Moicano. Ouais, c'est un petit peu éparpillé, mais ça s'est quand même bien dégagé pour eux. Mais ouais, c'est cette vitesse d'exécution qui est complètement folle. Ouais, c'est ça, clairement. En fait, c'est là où tu te rends compte encore une fois que c'est un combattant qui est au-dessus des autres et que c'est différent. Moicano qui est quand même assez bon au sol, c'est même super bon au sol d'ailleurs. Bah, t'as Makhachev qui arrive à avoir l'opportunisme de pouvoir récupérer le moment pour pouvoir saisir et finir avec la manière. Franchement, c'est fort de se dire que Makhachev il arrive à avoir un niveau bien au-dessus de tous ses adversaires et qu'il arrive à les finir avec la manière, c'est impressionnant. On va regarder comment ça s'était passé dans les conditions du direct avec Antoine Simon, bien évidemment, aux commentaires. C'est parti. Regardez, hein, il n'a pas un jeu ouvert au sol. Hein. Islam, c'est un peu de distance là qui a été créée. Est-ce que ça permet à Moicano de remonter? Islam qui travaille sur le coup tout de suite. Il attaque sur l'étranglement. Il a l'air placé. Hein. Ouais. Il le fait taper tout de suite. Oh là 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 là. La démonstration d'Islam Makhachev. Waouh! Incroyable. Il n'a rien pu faire, Il Moicano. l'a fait taper tout de suite. Aïe. Waouh! Il l'a verrouillé en 2 secondes. Je crois que c'était un bravo, non Ouais, il j'ai a glissé le l'impression. bras sous l'aisselle. Il est venu récupérer au niveau de la Grosse tête. pression.
Ouais, la soumission sur un spécialiste du jiu-jitsu brésilien, c'est presque un petit peu humiliant. Et derrière, Paddy Pimblett qui s'en est régalé en disant mais Moïcano, il a tapé beaucoup trop vite, etc. etc. Enfin, il y a eu toute une histoire derrière ça. Je vous propose de passer au combat de l'année maintenant pour qu'on en prenne un petit peu plein les yeux avant de continuer sur ces awards. Alors, les nominés et ceux sur lesquels vous avez dû choisir. On a eu Volkanovski face à Diego Lopez pour la ceinture, bien évidemment. On a eu Brandon Royval contre Joshua Van qui était une très belle guerre. On a eu Jiri Prochaska face à Khalil Rountree chez moins de 93 kilos. Et enfin, on a eu sur cette toute fin d'année, sur le dernier numéroté de l'année, Dvalishvili contre Petr Yan. Regardez les images de Volkanovski-Lopez parce que c'était vraiment c'est une bonne baston, j'ai envie de dire. Alors, c'est parti un petit peu dans tous les sens entre les deux. Et c'est là où on a compris que Volkanovski était loin d'être fini. Ouais, exactement. Et moi, j'aime bien ce genre de choses-là, quand un combattant aussi exceptionnel que lui, il montre à tout le monde que non, ok, j'ai perdu par KO contre deux futures légendes du sport, mais j'ai encore beaucoup à offrir et il écarte un contender qui était très dangereux. Ouais, surtout ce qui est dingue, c'est qu'il a pris ce combat un peu comme un challenger. Et je trouve ça fort dans sa posture de prendre le combat vraiment comme si c'était un prospect, un mec qui avait tout à gagner alors qu'il est déjà une légende vivante. Il a pris avec beaucoup d'humilité, il a fait une performance nickel, il est allé au bout, il a pris des risques et il a réussi à créer l'exploit. Et ça, c'est vraiment impressionnant de voir ça à ce moment-là de sa carrière. On a tendance à dire que les 57 kilos, c'est pas forcément spectaculaire, etc. Je vous propose de regarder ce qui s'était passé du côté de Royval Evans parce qu'on est vraiment à l'opposé de tout ça. Là, pour le coup, c'est cardio illimité et patate illimitée des deux côtés. Ouais, clairement, moi, mon combat préféré. Faut le dire, moi, Ah bah oui, c'est le genre de combat sur lesquels faut pas cligner des yeux parce que tu sais pas, ça va trop vite déjà. Même toi, t'arrives pas trop à suivre. Mais tu regardes les images ultra compétitifs, un combat. Techniquement, c'est un bonbon, mais même si on n'a pas forcément un œil technique ou un œil expert, on arrive à apprécier justement toute la spécificité, les styles des deux combattants, leur capacité à amener l'autre dans le compartiment dans lequel il veut les amener. Et ça reste du spectacle parce que debout, bah, forcément, il y a des étincelles et les gens, ils aiment beaucoup ce genre de combat où il n'y a personne qui recule et voilà, c'est à toi, à moi. Ouais, non, ce combat n'a qu'un seul bémol, c'est qu'il était en 3 reprises. Ouais, fallait que ce soit Ah ouais. Ah, moi j'en voulais encore Clairement, 2 fallait que autres. ce soit, ouais. J'en voulais encore 2 autres parce que Même c'est sept, un hein. régal. Même C'est sept. un régal de régal. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de débat cette année. Ouais, pour moi, c'est celui-là. Ouais. Royval, il a laissé des années de vie pour le coup. On a l'impression que ça l'a même un peu trop impacté sur Ouais, ce qui s'est surtout passé en par la termes suite. en termes d'enjeu, mine de rien, ça a quand même permis aux deux de pouvoir bien avancer dans l'échiquier. Oui, ça, et puis pour Joshua Van, ça a été vraiment un step-up de ouf. Hein. Ouais, je pense que c'est la révélation. Lui aussi, il avait pris le combat en short notice, puisqu'à la base, c'était Manel Capé qui devait affronter Royval. Derrière, Capé qui a finalement pris Royval et qui a gagné. C'est là où on se dit, est-ce que c'était pas le début de la fin aussi pour Royval d'une certaine manière? Un petit peu comme un certain Brandon Moreno. Une belle guerre aussi chez les moins de 93 kilos, c'était ce Prochaska contre Rountree. Et on a eu de la technique face à de la folie. Au début, on a l'impression que la technique va tirer son épingle du jeu, puis finalement, la folie l'a emporté un petit peu. Ouais, et puis en plus, technique, en fait, oui, mais c'était surtout bagarre. Ouais, c'était un combat très sanglant en fait. Tu vois. Bagarre. Et puis, en plus, ce qui est cool dans ce combat, c'est qu'il y a un vrai comeback. On a Prochaska qui perd clairement les 2 premières reprises et qui revient du diable Vauvert, pour reprendre des expressions de foot. Pas mal, ça, là. Pas la ref. Et qui termine, voilà, on voit en plus, hein, qui met KO Rountree dans la 3e reprise. Ouais. Donc super. Ça, c'est vraiment les combats les combats highlight d'il y a 10, 15 ans où tu vois, c'est des gens qui veulent tout donner. Ils s'en foutent de finir blessé, d'avoir un bras, un œil en moins. C'est pas leur problème. Ils veulent juste délivrer, finir l'autre. Il n'y a pas de garde. On appuie sur tous les boutons et puis le premier qui tombe, c'est bon, c'est tant pis pour lui. Donc, c'était un beau combat, mais c'est vrai que moi, j'ai quand même Royval Van, je le mets bien au-dessus quand même. Même si je te remonte des images de Dvalishvili contre Yann, qui était le dernier main event numéroté de l'année, on avait 2 mecs au cardio illimité, Ah, c'est pas 2 mal. gars qui savent un petit peu tout faire. Là, ça te fera pas changer d'avis. Non, parce que moi, j'aime trop la bagarre debout. J'aime trop quand c'est debout. Je suis un petit peu déçu. On va regarder quelques images. Regarde quand même. Oui, bah, pour faire plaisir au public. Bah, quand même, quand même. On regarde, en plus, on a des super entrées. On fait la roue et une main, hommage à John Jones et tout. On rentre quand même très bien dans ce combat. Combat où on sentait que ça pouvait rentrer dans une autre dimension. Alors, on savait que Merab roulait un petit peu sur tout le monde à ce moment-là. Mais on savait également qu'en Petr Yan, il y avait ce kit bout un petit peu, ce gars qui est hyper dangereux et qui est assez bon dans tous les compartiments finalement. Je sais que toi, Baba, tu étais assez convaincu qu'Yann pouvait faire quelque chose. Bah, pour moi, quand Yann il est à son top, en préparation, en combat et tout, c'est l'un des meilleurs combattants de MMA aujourd'hui tout court.
toute organisation confondue, toute catégorie de poids confondue. Donc je savais que s'il s'était bien préparé, il pouvait battre Dvalishvili. Il y a eu un problème de réservoir la première fois. Clairement, il y a eu un problème en termes de cardio. Merab, il avait réussi à imprimer un rythme qui était trop compliqué. Cette fois-ci, il était plus que bien préparé, Petroyan. Et techniquement, il est meilleur. Et ça s'est vu dans ce combat-là. Donc c'est un des combats les plus plaisants à regarder de l'année. Mais il y a quand même une domination de l'un sur l'autre. On va regarder qui a gagné du coup avec vos votes et les pourcentages tout de suite pour comprendre que le combat de l'année, c'est Dvalishvili contre... Je suis désolé pour toi, Kabir, mais Royval Van finit C'est dernier. un scandale. Oui, moi, on respecte. Un scandale. Alors là, les fans, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Vous avez le chat, les gars. Voilà. Ouais, on regarde le chat, on respecte. Hein, on respecte. C'est la démocratie, j'ai envie de dire. Oui, Baba, oui, c'est la vous avez voté, nous respectons votre vote, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Peut-être qu'on a une mémoire courte un petit peu. Ouais, il y a aussi faut le dire, il y a la culture de l'instant. Je pense que Mettons-nous un peu d'image. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc de culture de l'instant. C'est quand même la dernière grosse opposition, mais je suis d'accord avec Baba. C'est un combat qui n'était pas aussi compétitif en termes de vraiment d'enjeu que Royval Van. Donc c'est aussi pour ça que je le mets quand même derrière. C'est vrai. Ouais, puis Petroyan qui reprend la ceinture, ça rebat un petit peu l'écart de cette catégorie dans laquelle on pouvait sentir qu'on allait s'ennuyer dans les semaines à venir, qu'on ne saurait plus trouver qui pourrait défier Dvalishvili. Donc moi j'aime bien aussi parce que ça rejoint un petit peu le scénario de l'UFC et finalement si on devait faire une trilogie entre les deux, ça remet un petit peu d'épices là-dedans. Oui, Tout à fait. puis faut pas oublier qu'il y a un événement à la Maison Blanche et que tu peux faire une opposition États-Unis-Russie entre Petroyan et Sean O'Malley. On est dans Rocky là. Alors, ouais, clairement Rocky 4. J'aimerais bien On voir va ça. mettre les deux dans le formol et ils vont attendre tranquillement le mois de juin. On est à peu près à mi-parcours de cette émission. On fait une petite pause et on se retrouve d'ici quelques minutes sur RMC Sport 1, les amis. Mais en attendant, vous avez l'habitude, bien évidemment, sur la chaîne Twitch RMC Sport, vous avez l'opportunité de remporter vos free bets avec notre partenaire Winamax. Pour ça, c'est très simple. Nous allons vous montrer un KO dont les images ont été filtrées, modifiées, complètement trafiquées. Vous retrouvez la personne qui a mis ce KO, vous le mettez dans le chat de la chaîne Twitch RMC Sport et on vous envoie vos free bets en chuchotement, les amis. C'est parti pour les images. Regardez, c'est magnifique. On ne voit rien. On peut reconnaître un peu. Alors, Flora dit toujours, moi je reconnais au tatouage, etc. Je pense qu'il y a un petit lien avec quelqu'un qui pourrait faire une ceinture prochainement. Je pense que si vous avez regardé le dernier film RMC Sport de Anisiatou et Alice Caillot, vous savez de qui il s'agit. Eh ben, je crois que ça va partir pour McBride, 54-54. Bravo à toi. N'hésite pas à envoyer un petit message en chuchotement à la chaîne Twitch RMC Sport et on va te créditer. Tu mets ton identifiant Winamax et on va te créditer ces free bets. Alors je vous préviens qu'on est sur une des pubs les plus longues de l'histoire, hein, les amis. Donc, sachez-le. On en a encore pour 2 minutes normalement. Je ne sais pas quoi vous dire à part que je suis très content d'avoir vécu cette année avec vous. Moi, si je devais mettre des awards, bon, Kabir le sait, c'est mon consultant révélation de l'année depuis bien longtemps. Je vais rougir. Là-bas, c'est la signature de l'année RMC Sport, un peu 2025 pour toi, non? Ah bah écoute, si c'est le cas, c'est gentil, hein, mais c'était une année très riche. Ouais. C'était une année très riche et puis oui, je suis très content évidemment de bosser avec vous. C'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être à cette place, donc j'en suis bien conscient. On va regarder encore la liste de ce qui nous attend pour la seconde partie de l'émission. Il reste encore de très beaux awards. Il nous restera meilleur français à l'UFC, meilleure combattante de l'année, le plus beau KO de l'année et le meilleur combattant de l'année. Et ensuite, on se quittera avec les rendez-vous à suivre sur ce début d'année, parce que je sais qu'on est tous déjà en train de se gratter les veines. On va pas tous regarder le Rising le 31 décembre. Ah, Il faut regarder de l'anglaise, on a eu de très beaux combats en anglaise aussi. Enfin, il y a de la bagarre, on a eu un octagone qui a l'air excellent. Moi, je ne l'ai pas encore vu, je vais le rattraper. Donc, il y a des organisations, il y a des choses à regarder. Hein. Ouais, surtout que le Rising, c'est de bon matin. Tu commences bien ton 31. Ouais, c'est trop bien. Les combats au Japon, c'est à l'heure du petit-déj, c'est toujours royal. Tout l'inverse des États-Unis où tu dois faire une minute. De toute façon, objectif pour nous tous bientôt, c'est le Japon, hein, vous le savez. Clairement. C'est plus un secret pour personne. On veut aller au Tokyo Dome, on veut aller vivre des émotions. Ah oui. Petite déloc UFC, un truc comme Ouais, ça. mais en vrai. Le One, hein. Le One, ça peut être pas mal, le One Japan. Mois d'avril. Ah là là. Et on est de retour sur RMC Sport, toujours avec vous pour continuer à remettre vos awards de l'année 2025. On est à mi-parcours, je vous l'ai dit. Et on va continuer à se régaler avec Kabir, avec Baba qui sont avec moi dans le Fighter Club Sunday, avec le chat qui est toujours
qui participe toujours, ça fait très plaisir. Cette émission qui est en direct. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? On va partir du côté des meilleurs Français à l'UFC. Voici la liste et ils nous ont régalé cette année, il faut le dire, on a eu de magnifiques émotions. Benoît Saint-Denis, bien évidemment, Manon Fiorot, Nassourdine Imavov et Fares Ziam. Rapidement, on va revenir sur Benoît Saint-Denis, le retour du Phénix un petit peu. Hein. Il a rené de ses cendres, il est rené de ses... Je ne sais pas comment le dire, voilà, je n'ai plus de français, il est trop tard pour moi. Mais il a réussi à le faire en tout cas. Ouais, 3 victoires, 3 finishes. ouais, dans cette catégorie ultra compétitive, après une petite traversée entre guillemets du désert, parce qu'il a pris aussi des combats qui étaient vachement difficiles. Il a toujours pris les oppositions avec beaucoup d'intensité. Là, on a l'impression qu'il a fait quand même un step-up et qu'il a réussi à faire avoir les évolutions au-delà de la partie physique et technique. C'est vraiment dans la partie préparation et approche du combat. On va dire qu'il est vraiment arrivé dans une certaine maturité qui lui permet maintenant de justement pouvoir rentrer dans la discussion du top mondial. Et c'est tout à son honneur et c'est une très belle année pour lui. Elle a vécu un petit peu ça également, Manon Fiorot, cette année, c'est-à-dire qu'elle a connu l'échec pour ce combat à la ceinture face à Valentina Shevchenko, mais il y a eu ce retour exceptionnel face à Jasudavicius Vicius, et elle nous a signé l'un des finishes les plus rapides dans les catégories féminines de l'UFC cette année. Ouais, clairement, elle a fait ce qu'il fallait en fait. Elle s'est imposée comme étant la meilleure combattante en dehors de la championne. Donc tu perds contre la championne, et je rappelle qu'elle perd 3 rounds à 2. C'est Ouais. pas comme si elle s'était fait rouler dessus. Donc tu veux protéger ton classement, tu veux empêcher les autres contenders d'arriver, et c'est ce qu'elle a fait en moins d'une minute. Donc très clairement, non seulement c'est l'une des meilleures combattantes françaises, évidemment, de l'année, mais même meilleure combattante tout court, en dehors de Shevchenko, de Weili Zhang et de Kayla Harrison, donc des 3 championnes, tu vas pas trouver beaucoup de combattantes du niveau de Manon Fiorot aujourd'hui. Il y a eu 2 combats pour des ceintures pour des Français cette année, et lui, on espère qu'il aura sa date très bientôt. On va parler de Nassourdine Imavov. C'est 2-0 cette année, mais c'est cette image qui est ultra marquante, c'est ce chaos face à Israël Adesanya, qui était l'un des gros rendez-vous du début d'année en plus 2025, c'est-à-dire qu'on l'a eu très très tôt, et là on a compris qu'Imavov c'était un nouveau niveau, une nouvelle dimension pour lui. Tout à fait, il a réussi justement à remettre la France aussi sur la carte et à pouvoir rentrer dans la discussion pour pouvoir avoir potentiellement un premier Français en champion du monde. En battant Adesanya avec la manière, en faisant l'année qu'il a faite, je pense qu'il s'est imposé comme étant le numéro 1 bien plus que légitime. Et on a hâte de l'avoir justement pour le combat pour le titre. Et Fares Ziam, enfin, qui lui est en 2 victoires, 0 défaite, un finish, mais quel finish face à Nazim Sadikov. Il a rejoint le top 15 de la catégorie la plus dangereuse du monde. Fares, c'est une vraie révélation pour beaucoup de gens cette année. Ouais, clairement, de toute façon, c'est la force tranquille, c'est le combattant qui a grimpé les échelons petit à petit, qui s'est construit en tant que combattant. Il est arrivé très jeune à l'UFC. Et maintenant, l'arme, elle est fin prête. Le bourbier, comme il nous l'a dit lui-même, le bourbier, c'est lui. Et je peux te garantir que les autres combattants du top 15, ils sont pas super tranquilles à la perspective d'affronter un combattant comme lui. Parce que, évidemment, que debout, c'est très fort, mais il a ajouté la lutte à son arsenal et c'est devenu un lutteur offensif très compétent. Très peu de défauts finalement. Ouais, ultra mature en fait. Il est arrivé vraiment à maturité avec tous les combats et toute l'expérience qu'il a pu avoir, tous les différents combattants qu'il a pu prendre, les préparations. Il est vraiment passé par toutes les phases et j'ai l'impression qu'il est arrivé à son pic et qu'il a tout là pour pouvoir continuer à avancer dans l'échiquier et dans cette catégorie des poids légers. Et le truc qui fait la diff, c'est que maintenant, il est capable de finir avec la manière. Là où justement, avant, il avait peut-être un peu moins de lumière à l'UFC parce qu'il délivrait des belles performances, il gagnait les combats assez facilement. Là, il arrive derrière maintenant à faire des très beaux finishes. Donc c'est cool, ça le permet d'avancer dans l'échiquier et c'est tout à son honneur aussi. On va regarder les résultats et celui que vous avez élu comme le combattant français de l'année à l'UFC. Et là, je pense que c'est l'un des votes les plus larges pour Nassourdine Imavov avec 61%. On regarde les images tout de suite d'Imavov. On le sait, aujourd'hui, c'est l'une de nos plus grandes chances pour une ceinture. Il y a eu ce combat face à Caio Borraio, où c'était son premier main event à l'UFC Paris. C'est vraiment lui aussi qui a réussi à porter cet événement, félicité par Benoît Saint-Denis. C'est une star, c'est une vraie star du MMA et de l'UFC aujourd'hui, puisqu'on voit qu'il a la reconnaissance de ses pairs. C'est quasiment l'opposé de ce que certains pouvaient dire de lui il y a des mois de ça. Ouais, exactement. Et puis, pareil, une progression exceptionnelle sur les 2 dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait fait un 2024 qui était déjà exceptionnel. Une des meilleures années pour un combattant de l'UFC tout court l'année dernière. Il confirme cette année avec ses 2 victoires. Et on aime bien labelliser les combats et les victoires des Français. La victoire par KO de Nassourdine Imavov sur Izzy Adesanya,
peut-être la plus grande victoire pour un combattant français en MMA. Attention, il a mis KO une légende du game, donc il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, c'est le combattant number one. Si Cyril avait terminé ce fameux combat, oui, vous C'est donne- notre histoire. peut-être qu'on aurait une autre discussion parce qu'on aurait un champion. Mais actuellement, je pense, moi, que Nassourdine Imavov, c'est le meilleur combattant français de MMA. Clairement. Le chat réagira, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont aller contre toi. On va aller sur la meilleure combattante de l'année. Pour le coup, il y a eu beaucoup de fights, il y a eu beaucoup de changements aussi dans des catégories. Alors Manon Fiorot, dont on a déjà un petit peu parlé, hein, on va pouvoir passer à Valentina Shevchenko, qui elle s'est imposée sur tous ses combats cette année. Mackenzie Dern, c'est la même chose, et en plus elle devient championne cette année. Et Kayla Harrison, bon, qui n'a pas forcément beaucoup d'adversité dans sa catégorie. On va rapidement revenir sur Valentina Shevchenko, tout simplement la GOAT de cette catégorie, sans aucun débat. Enfin, on pourrait la rebaptiser, cette catégorie en ce moment. Shevchenko White. Ouais. Ouais, bah écoute, depuis que la catégorie existe, il y a eu Nico Montagno qui avait remporté la ceinture pendant le TUF qui devait désigner cette championne. Elle n'a pas défendu. Shevchenko l'a récupéré. On n'en parle plus. Voilà. Il n'y a que Paul Biya qui a une culon. Ça fait rire, je rappelle, pour ceux qui ont la ref, le président du Cameroun. Mais non, franchement, c'est un truc de fou. Tu t'as dit GOAT de la KT, t'as raison, Sacha, mais c'est une des GOAT tout court. Oui. En fait, elle est dans cette discussion-là, quoi, tu vois. Elle a bloqué la catégorie en fait. Elle a bloqué la catégorie, elle a fini le jeu, elle arrive à absolument rouler sur tout le monde. Avec la manière en plus, elle fait du spectacle. Vraiment rien à dire. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats en termes de combattante et en termes de performance. C'est vrai qu'elle est vraiment au-dessus des autres. Et puis la longévité, je fais l'IFMA avec elle, quoi. Ah, depuis la savate, hein, c'est vrai que 2005. Ouais. en 2005, donc Championnat du monde amateur de Muay Thai, elle était là en 2005. Tu la vois en 2025 en train de défendre sa ceinture à l'UFC. Puis c'est surtout, c'est aussi un des parcours où on a vu qu'il y a eu un revers pour rebriller derrière, comme quoi c'est possible de revenir après une défaite. ouais, c'est la ici, marque des grands champions justement. Ce sont ceux qui arrivent à être durables et qui arrivent aussi à revenir après des défaites, après des revers. Et c'est vrai que Valentina, tu te rends compte que ouais, elle arrive. Le truc, c'est qu'il y a aussi un step-up et qu'elle continue à progresser. Et c'est dingue. Elle me fait penser, je fais le parallèle avec Petroyan, moi, très clairement. Ouais. Hein, où il y a eu cette C'est- petite période de moins bien. Après, on Absolument. revient très, très fort. Mackenzie Dern, là aussi, ça a été assez surprenant. C'était pas forcément une combattante qu'on voyait aller au plus haut, etc., etc. Et puis, mine de rien, étape par étape, j'ai envie de dire, elle a réussi à tirer son épingle du jeu, à devenir la nouvelle championne de cette catégorie, puisque je vous rappelle que Weili Zhang est montée de catégorie pour tenter de défier Shevchenko. Ça s'est pas très bien passé pour elle. Mackenzie Dern, qui est juste l'une des meilleures grappeleuses de la planète, hein, très clairement. Ah oui, en termes de grappling, il n'y a rien à dire. Il suffit d'aller regarder son palmarès pour le comprendre. En MMA, ça a pris plus de temps. Mais elle a fini par réussir, comme tu l'as dit, à tirer son épingle du jeu, à se mettre en place, être en place au bon moment pour avoir un combat pour le titre. Maintenant, c'est vrai qu'aussi que l'UFC investit sur elle. Hein. On sait qu'ils aiment bien la mettre en avant. Là, ça a fonctionné pour elle. Elle récupère la ceinture contre Jandy Roba. Donc, je pense qu'on va avoir un combat contre Weili Zhang assez rapidement parce qu'elle a décidé qu'elle redescendait. Ouais. On va voir ce que ça va donner, parce que Weili Zhang, c'est aussi un sacré morceau, mais très gros progrès debout. Rapidement, Kayla Harrison, on le rappelle, c'est cette judokate qui avait régné sur le PFL. On avait des doutes sur sa capacité à tomber jusqu'à 61 kg, parce que c'est un énorme Ouais, physique. ouais. Et finalement, elle roule sur tout le monde, sans surprise. Ouais, c'est ça, elle arrive à dominer cette catégorie. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, ils sont obligés de déterrer des morts pour pouvoir essayer de créer un minimum de compétitivité. On le verra dans un mois, ce que ça va donner. Mais ouais, c'est dingue. Et je pense que l'UFC, on parle d'investissement, ils investissent en elle au même titre qu'ils veulent créer une nouvelle. Ronda Rousey, même si c'est très réducteur, je pense qu'il y a quand même cette volonté d'avoir un visage féminin à l'UFC. Bah, après, un visage américain, hein. C'est un peu les vaches Ouais, maigres. Aussi. Il n'y a pas de champion masculin américain aujourd'hui, donc voilà. C'est le visage du MMA américain aujourd'hui, Kyle Harrison. On va voir qui a gagné tout de suite, qui a récolté le plus de votes sur nos réseaux sociaux. C'est Valentina Shevchenko, encore une fois, assez largement, 62% des votes. Bon, on l'a déjà dit, hein, elle est invaincue, GOAT, etc. Il n'y a pas forcément grand-chose à rajouter, à part que on apprécierait voir Manon Fiorot aller la détrôner. On a eu cette expérience pas forcément concluante. On a peut-être aussi appris, et comme tu l'as dit tout à l'heure, on va peut-être revenir au plus haut niveau avec la bonne solution. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. On va passer au plus beau chaos. Là, on va commencer à se régaler. Hein. On arrive sur, je pense, les 2 awards les plus prisés, entre guillemets. On fait la liste, et on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, Kulian Salkid face à Nasrat Akparast. On a Liron Murphy face à Aaron Pico, qui faisait ses débuts à l'UFC. On a Carlos Prates face à Jeff Neal. Mauricio Ruffi
face à Bobby Green. Ça, le kit contre Akparas, on va le remontrer rapidement. C'est un high kick dévastateur. Et là, on arrache tous les câbles, il n'y a plus rien. Écoute, en fait, moi j'étais à Abu Dhabi. Je me préparais à commenter la main card, justement. Donc je venais de monter, moi, en fait, au plateau. Et si tu veux, je suis dos à la salle. Parce qu'on est en train de m'installer les micros. Et j'entends pas. Donc j'entends un gros bruit, le public qui crie, je me retourne. Et moi, je vois comme ça Akparas. Et donc, moi, je demande au gars qui me met le micro, is he dead? Is he dead? Is he moving? Is he dead? Est-ce qu'il est mort, en fait, le gars? Parce que moi, pendant, je sais pas, peut-être que c'est 20 secondes, mais moi, ça m'a paru 10 Ouais, minutes. c'est long, ouais. Le gars bouge pas. Et ce chaos-là, même s'il y a eu des chaos spectaculaires cette année, il n'y a pas un chaos qui pourra me marquer plus que celui-ci. Parce que comment je l'ai vécu, moi, en fait, avec Yacine Zaouini, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, on était vraiment choqués, quoi. Ouais, clairement, Sacha et moi, nous, on le commentait ce combat. Ouais, C'est ça ouais, qui est dingue, ça veut dire que nous, on le commentait et qu'on voyait un peu, on voyait un combat compétitif, on avait bien présenté les enjeux, on était vraiment au début du combat et on sentait le combat qui allait se dérouler tranquillement. Puis on voit, il sort ce coup de pied, mais vraiment des enfers. Et pour reprendre les podcasts à BDR, des fois, il y avait des KO qui étaient tellement phénoménaux, tu peux compter jusqu'à 90, Ouais. il va toujours rester face contre terre. Exactement. Et là, c'était impressionnant parce qu'on se dit, il l'a laissé pour mort. Et on discute, et puis on répond au chat, on voit les réactions, puis on revient 3 minutes après, 4 minutes après, il est toujours face contre terre. Et on se dit, c'est un KO glaçant. Techniquement, c'est pas forcément le KO, on va dire, la technique la plus spectaculaire, mais c'est le fait de sortir ce coup de pied à ce moment, et surtout la réaction de Nasrat Akparas qui tombe littéralement Un raid. raide. C'est impressionnant, En et plus- c'est un KO qui glace le sang. Et Akparas, il commençait bien le fight en plus, donc Ouais. c'est ça qui est assez surprenant. Là, on a deux KO, on va les dérouler assez vite parce que c'est le même événement et c'est à peu près la même finition en fait entre les deux. On commence avec Liron Murphy face à Pico. Ça, c'est Welcome to UFC, hein, concrètement pour Pico. Ouais. Très impressionnant parce que Murphy n'était pas forcément le plus gros finisseur hein, dans cette catégorie. Non, non, et puis en plus, Aaron Pico, c'est un vrai client. Et en fait, on vient tous les deux du Muay Thai, Kabir et moi, donc on pourra te dire que c'est la technique la plus difficile à placer en combat, un coup de coude retourné. Ah, Le timing dont tu vas avoir besoin, il est très difficile à obtenir, donc magnifique KO. ouais, surtout qu'il s'empale sur ce coude. Et c'est là où on parlait de technique, d'aspect justement technique. Tu te dis, mais c'est dingue de se dire le timing, le coup d'œil qu'il faut pour envoyer le coup de coude à ce moment-là, en contre. Franchement, c'est un énorme KO, coup de coude retourné, c'est magnifique technique. Alors, c'est pas le même fight, hein, je vous rassure, mais regardez, il y a quand même pas mal de similitudes pour Prates. Ah, lui, c'était plutôt plus rapide, c'était pas vraiment en contre, c'était limite en combinaison. Et En c'est quand même avançant. Ouais, c'est vraiment impressionnant parce que lui, il est nonchalant déjà dans sa manière de boxer, mais dans sa manière d'être. Mais il a sorti avec aussi un bel opportunisme et une vitesse d'exécution. Limite, tu te dis au ralenti. Même au ralenti, déjà, tu as du mal à le voir venir, mais quand tu le prends de face, je comprends rapidement la réaction de son adversaire. Enfin, le dernier KO pour le coup, c'est ultra spectaculaire. Ça construit une hype et puis une hype, c'est fait pour être détruite. Merci à Benoît Saint-Denis. On va regarder Mauricio Ruffi face à King Green. Bah, c'est vrai que celui-là, c'est jeu vidéo. Hein. Ouais, ça c'est pareil, c'est le genre de KO parfait, tu vois. Le coup qui passe au bon moment, la technique spectaculaire évidemment, donc c'est ce qui impressionne toujours le plus. Et tu vois, j'ai pas vu le résultat des votes, mais je serais pas surpris que ce soit celui-ci qui a gagné. Ouais, parce que techniquement, je pense que c'est le plus impressionnant. Coup de pied retourné à ce moment-là et surtout le fait qu'il reste stoïque, qu'il n'ait même pas besoin d'aller le finir derrière. Il le regarde. Tu dis, ah ouais, là, lui il a fait ça pour son edit TikTok. Il est prêt. il est prêt. Il est prêt. Alors, quand on sait qu'il est fan de One Piece, en plus, ça Ouais, rajoute un la petit classe, peu au grande classe. personnage. On va regarder les résultats des votes tout de suite. Et franchement, vous avez eu du flair, les gars. Forcément, Ouais. 62%. Ah oui, il n'y a même pas photo. de Mauricio Ruffi face à King Green. On le revit tout de suite avec les commentaires d'Antoine Simon et Taylor Lapillus. On le sait, King Green, il peut être mis KO, ça lui est déjà arrivé par le passé. C'est vraiment étonnant ce rythme de combat, Taylor. Oh là là, il a mis KO. Il a éteint, c'est le highlight de la soirée. C'est le highlight de la soirée, c'est incroyable. C'est 50K. Mais direct, Oh là là. il l'a déconnecté sur un Waouh. coup de pied retourné isolé. Ah, c'est fou. La vitesse du coup de pied, il a rien vu. Il sait même pas ce qui s'est passé. C'est Bobby fou. Green. Oh là 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 là, le highlight Ah, de la c'est beau. soirée. Le highlight d'une carrière même. Ça bah va oui. passer longtemps pour Mauricio Ruffi. Waouh. Oh, c'est fou. Ah, quand on voit combien de temps ils ont réutilisé le KO de Barbossa sur Terry et Tim, on se dit celui-là il est parti pour durer 10 ans. Ils l'ont rechargé là, ça y est. Ils en ont un autre. Waouh, En fin d'année, tu l'auras dans les candidats au KO de l'année, celui-là. Hein. clairement. Il n'y a pas de souci.
Et pour bien finir, forcément, on va aller sur le meilleur combattant de l'année, tout confondu, enfin toute catégorie, tout ce que vous voulez, les amis, les nominés. Tout de suite, on va aller avec Merab Dvalishvili, Joshua Van, nouveau champion de la catégorie des 57 kilos, Nassourdine Imavov et enfin Islam Makhachev qui est devenu double champion. On va regarder rapidement ce qui s'était passé du côté de Merab. On aurait pu marquer l'histoire avec 4 défenses de titre sur la même année. Malheureusement, on a un petit peu calé en bout de course face à Petroyan. Ça reste quand même, c'est un des grands acteurs cette année 2025, Merab. Ah, c'est même l'acteur principal quasiment de cette année, avec Alex Pereira peut-être. Voilà, l'activité, le champion, l'activité dans la cage et en dehors de la cage, bien sûr. C'est dommage parce qu'il a osé être grand en allant chercher un record comme ça de 4 défenses. Malheureusement, il perd sur la dernière marche, il bute dessus. Ça le qualifie quand même pour être nominé, et c'est pour ça qu'il est là. Maintenant, à mon sens, et c'est cruel, hein, mais bon, si tu perds, tu perds. Ouais. Donc forcément, je vais devoir t'éliminer de la course. Exactement, c'est le même argumentaire. Tu peux pas considérer que le meilleur combattant ait perdu ne serait-ce qu'une fois cette année. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a quand même délivré cette année, qu'il a fait l'année qu'il fallait, mais que face à lui, il est tombé justement sur le meilleur Yann qu'il aurait pu avoir, et ce qui fait que malheureusement pour lui, je ne le mettrai pas non plus combattant de l'année. C'est le seul des 4 qui a connu la défaite. Joshua Van, rapidement, bon, c'est celui qui met le plus de frappes significatives à la minute à l'UFC. Et puis c'est cette blessure qui va lui donner la ceinture. Alors, ça reste un petit peu amer. Comme Pareil, tu vois, au même titre, là, par exemple, Dvalishvili, il a perdu. Donc tu te dis, il ne peut pas être combattant de l'année. Van, il a gagné, mais il a gagné sur une salade. Donc je me dis, je peux pas dire, tu vois, ça reste une victoire avec tout ce que tu veux, mais c'est pas une victoire avec la manière, on va dire. Mais c'est vrai que ça reste une super année, et ce qui est dingue, c'est la progression. C'est-à-dire que je me rappelle encore de nous, l'année dernière, qui parlions de Joshua Van comme un prospect, comme le nom qu'il fallait suivre. Je me rappelle, c'était Anto qui avait fait une capsule sur Joshua Van, qui disait qu'il avait un énorme volume, que c'était un combattant qu'il fallait suivre. 1 an plus tard, il a la ceinture autour de lui, c'est vraiment incroyable. Donc je pense qu'au contraire, 2026, ça peut être son année. Et je ne le mettrai pas en meilleur combattant de 2025. Parmi les plus jeunes champions de l'histoire, etc. Clairement, Nassourdine Imavov et ses 2 victoires, forcément, ce nouveau rang acquis dans la catégorie des moins de 84 kilos, ça fait partie des plus grosses prestats de l'année. On va aller sur Islam Makhachev, qui lui aussi est sur 2 victoires. Donc il y a cette soumission face à Renato Moicano, et il y a cette domination outrageuse de Jack Della Maddalena qui n'a pas pu faire grand-chose. Plus fort en 77 kilos, limite, Makhachev. Ouais, comme on pouvait se l'imaginer, parce que évidemment, tu as beaucoup moins de poids à couper, donc tu vas te sentir plus à l'aise. Maintenant, c'est une catégorie de tueurs à gages en ce moment, et Della Maddalena, c'était un des plus gros tueurs de la KT. Il lui a roulé dessus, donc c'est vrai que si Merab avait gagné, tu te posais la question du volume de combat de Merab, et s'il avait 4 défenses de titre, franchement, c'est une dinguerie, tu vois. Mais le meilleur combattant que j'ai vu, moi, dans une cage cette année, c'est Islam Makhachev. On va regarder les résultats tout de suite, les amis. Et je ne sais plus si c'est serré ou pas, mais c'est Islam Makhachev qui a pris 41% des votes. On va regarder les images. On est sur presque le combattant de MMA parfait pour le coup. Franchement, c'est le combattant ultime, quasiment, quoi. Tu vois, ce qu'il arrive à faire à un combattant de la qualité de JDM, alors qu'on soupçonnait Khabib, le premier, hein, c'est Khabib lui-même qui disait ce sera notre combat le plus difficile, celui-ci. Au final, il a réussi à faire une prestation parfaite. Et voilà, il a du style, il est impeccable, et puis il est très sympa, parce que je croise à l'aéroport, pour ceux qui me suivent. et voilà, donc franchement, moi je te dis, je l'ai vu dans la cage. Pour moi, c'est le meilleur combattant que j'ai vu cette année dans la cage. Et c'est peut-être un des meilleurs combattants que j'ai vu tout court. Et je commence à avoir pas mal d'expérience, parce que ça fait 20 ans que j'en ai vu MMA. C'est fort, c'est très fort. Il joue au padel aussi. Paraît-il. Il fait même des saltos et tout en barre et tout. Il sait tout faire, quoi. Il est un peu, voilà, on est tous jaloux un peu d'Islam Makhachev dans sa sorte, peut-être sauf sur la coupe de cheveux, mais bon, après ça, les goûts, les couleurs. On va faire un récap justement de tous les gagnants des awards que vous avez choisis sur les réseaux sociaux. RMC Sport, combat, meilleur combattant de l'année, Islam Makhachev, meilleure combattante de l'année, Valentina Shevchenko, le plus beau KO de l'année pour Mauricio Ruffi face à King Green, la plus belle soumission. C'est encore une fois Makhachev, lui se met bien au niveau award. Si c'était des vrais trophées là, il serait reparti avec tout ce qu'il faut. Le plus haut combat de l'année, Dvalishvili contre Petroyan.
Et enfin, la deuxième page, le meilleur prospect, Ateba Gauthier, la plus grosse surprise avec Magomed Ankalaev face à Alex Pereira, le premier affrontement. Meilleur combattant français, Nassourdine Imavov, de loin. Meilleur combattant hors UFC avec Saladin Parnasse. On va regarder les rendez-vous qui nous attendent pour l'année 2026. Ça a commencé très très fort avec le 9 janvier, Hexagone MMA du côté du Zénith à partir de 21h. Bien sûr, la carte préliminaire toujours gratuite, disponible sur YouTube et sur Twitch. Il y aura le début du tournoi à 100 000 €. Il y aura la ceinture pour Alex Tekena. Il y aura le retour de Paul Dena en main event. Et enfin, ce que vous attendez tous comme des malades, vous avez raison, c'est le retour des UFC numérotés sur RMC Sport avec ce Geji Pimblet le dimanche 25 janvier et cette ceinture entre Kayla Harrison et Amanda Nunes, ceinture intérimaire, hein, on le précise, dans la catégorie des moins de 70 kg pendant l'absence d'Ilia Topuria. Et on vous rappelle qu'il y a ce banger privilège réalisé par Anis Yatou, Alice Caillot, bien évidemment, et le reste des équipes RMC Sport qui est disponible sur YouTube. Faites-moi exploser ça avant l'événement qui aura lieu en janvier 2026. Et la semaine d'après, vous avez encore un UFC numéroté. Donc on commence très très bien l'année avec l'UFC et le retour de Volkanovski face à Diego Lopez, mais également le retour de Benoît Saint-Denis face à Dan Hooker. Et ça peut le propulser encore dans une nouvelle dimension, le God of War. Voilà pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Charles Chevalier, Oscar Jost, Nathan Rochefort, Robin Travers, Redouane Touta, toutes les équipes de Laurent Duplouy, bien évidemment. Merci à Flora Moussi et à Jalito que vous allez retrouver en début d'année. Il y aura toujours plus de combats sur MC Sport. Merci à Kabir, à Baba de m'avoir accompagné. Voilà les amis, c'est tout. On se retrouve, ce sera... j'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de faire la vanne de on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. Il l'a Voilà, fait. je l'ai fait. Ah, c'est bon, c'est moi qui l'a fait. Donc on se retrouve très très vite sur MC Sport car vous le savez, le sport de combat ne s'arrête jamais. Bonne soirée à tous et merci à tous ceux qui consommeront le replay sur YouTube, les pouces bleus, les abonnements. Ciao les amis.